Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bon, dans cette vidéo, on va passer à la dernière section du chapitre 2, qui est la section la plus importante, puisqu'il contient le théorème le plus important de ce chapitre. C'est l'un des théorèmes les plus importants en intégration, très utile, très pratique, que vous allez utiliser des dizaines de fois en les 5 et 6. C'est ce qu'on appelle le théorème d'approximation. Bon, dans cette section, pardon, 2 secondes. Dans cette section, XB est un espace mesurable. Fonction étagée mesurable. Bon, nous allons introduire dans ce paragraphe un sous-ensemble très important de l'espace des fonctions B mesurables de X vers R. C'est l'espace des fonctions étagées B mesurables. Bon. 2 secondes. Vous savez que pour l'intégrale de Riemann, sur un segment, Riemann fait un découpage du segment AB. On dit qu'il subdivise le segment AB. Si vous avez une fonction en escalier, ça ressemble à un escalier, et est adapté à une subdivision du segment AB, une subdivision A0, A1, A2, AN-1, AN. Sachant que A0 égale A et AN égale B. Sur chaque intervalle AI plus 1, la fonction est constante. Regardez ici. Phi égale alpha I sur AI moins 1 AI, quel que soit I entre 1 et N. Et au point de la subdivision, la fonction peut prendre n'importe quelle valeur. Bon, regardez cette fonction en escalier ici. Sur A0, A1, fermé du côté de A0, elle prend alpha 1. Au point A1, elle prend cette valeur, là, à peu près ici. Sur A1, A2 ouvert, elle prend alpha 2. Ok. L'image de A1, c'est là, on l'a déjà dit. L'image de A2, il est là, quelque part ici. Okay. Voyez ainsi de suite. Pour le dernier intervalle, sur AN-1 AN c'est B bien sûr, il prend la valeur alpha N. Bon, l'image de AN dans ce schéma, c'est B, c'est alpha N. Et l'image de AN-1, on l'a déjà dit, il est quelque part ici. OK. Bon, une fonction en escalier n'est pas nécessairement croissante. C'est-à-dire qu'il peut croître puis décroître. Les escaliers sont comme ça, ils peuvent croître puis décroître. Okay. Par contre, l'ensemble des fonctions en escalier sur un segment AB forme la classe des fonctions élémentaires sur laquelle l'intégrale de Riemann est basée. La définition de l'intégrale de Riemann est fondée sur cette classe, sur la classe des fonctions en escalier sur le segment défini sur le segment AB. Okay. Bon, le bègue, il va fonder son intégration sur une classe plus grande. Je parle ici toujours du segment AB, plus grande que la classe des fonctions en escalier, ce qu'on appelle la classe des fonctions étagées. Donc ici, Riemann, il fait un découpage horizontal, parce qu'il découpe, il subdivise le segment AB. Et il a des intervalles ici. Okay. Le bègue, ce qu'il va faire, il va faire un découpage vertical. C'est-à-dire le bègue, il ne s'intéresse pas aux parties de AB, si vous voulez. Il s'intéresse aux images prises par la fonction. Une fonction qui prend un nombre fini de valeurs. Alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha n. Une fonction qui prend un nombre fini de valeurs. Alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha n. Bien sûr, ordonné par ordre strictement croissant. Ok, alpha 1 strictement inférieur à alpha 2, et ainsi de suite. Okay. Et qu'est-ce qu'il fait? Donc, il a fait un découpage vertical. Donc, il prend l'image réciproque par f du singleton alpha 1. f-1 du singleton alpha 1. f-1 du singleton alpha 1, ce n'est pas nécessairement un intervalle de AB. Les éléments de cette image réciproque sont répartis quelque part ici entre A et B. OK? Mais ce n'est pas nécessairement un intervalle. Même chose pour f-1 du singleton alpha 2. f-1 du singleton alpha 2, cette image réciproque, les éléments de cette image réciproque, ils sont répartis d'une certaine manière, peut-être même inconnus, sur le segment AB. Et ainsi de suite pour f-1 de alpha k, du singleton alpha k, quel que soit k entre 1 et n.
Donc, il fait un découpage, c'est-à-dire qu'il s'intéresse aux images, aux valeurs prises par la fonction. Et il prend les images réciproques, c'est-à-dire les antécédents de chaque image. Les antécédents de chaque image. Les antécédents de alpha 1 forment, par f bien sûr, forment une partie de B. Comment elle est, on ne sait pas. Elle n'est pas nécessairement un intervalle, bien sûr. Voilà la grande différence. Voilà une grande différence entre l'intégration de Lebesgue et l'intégration de Riemann. Mais bien sûr, Riemann définit son intégrale sur un segment. Lebesgue, il définit son intégrale sur l'espace mesuré quelconque. X muni d'une tribu et d'une mesure. Ce n'est pas nécessairement une partie de R, c'est un espace abstrait. Voilà. C'est l'une des grandes différences entre les deux théories. Revenons en cours. Donc, une fonction f de x vers r est âgée si elle ne prend qu'un nombre fini de valeurs. Une valeur, deux valeurs, trois valeurs, 17 valeurs, 1 milliard de valeurs. Okay? Un nombre fini de valeurs. Voilà, ici, on n'a pas parlé de la mesurabilité. Une fonction étagée, c'est une fonction qui prend un nombre fini de valeurs. Mais nous, on va s'intéresser dans toute la suite aux fonctions étagées B mesurables. Okay? Pour exemple, si A et B sont deux parties de x, les fonctions qui A et 2, qui A moins, qui B, sont des fonctions étagées. Bon, par exemple, la première fonction, elle prend au maximum de valeurs, 1 et 0. Bon, si par exemple A égale x, il prend la valeur 1. Si A égale le vide, il prend la valeur 0. Si A est différent de vide et différent de x, il prend deux valeurs, 0 et 1. Donc c'est une fonction étagée. De même, cette fonction-là est une fonction étagée. Les valeurs possibles sont 2, moins 1 et 2, moins 1. 2 moins 1, c'est 1 et 0 aussi. Parce qu'il se peut qu'il existe un x qui n'appartient ni à A ni à B. Dans ce cas, l'image de x, c'est 0, bien sûr. Donc, les valeurs possibles de cette fonction sont 2, moins 1, 2 moins 1, c'est-à-dire 1, et 0. Donc, il s'agit bien d'une fonction étagée. Bon, ces fonctions sont mesurables quand A appartient à B, A appartient à B, B appartient à B. Si ces deux ensembles appartiennent à B, alors ces fonctions-là sont des fonctions étagées B mesurables. Notre définition, une partition AI qui appartient à I de X est dite B mesurable ou tout simplement mesurable si pour tout I, on a AI appartient à B. Donc la partition, cette partition est dite mesurable si ces éléments sont des éléments mesurables, c'est-à-dire des éléments de B, tout simplement. OK? Donc ça veut dire que les AI sont en vide, ils sont disjoints 2 à 2, la réunion c'est X et AI appartient à B, quel que soit I. On remarque? Par convention, la famille grand X, qui est formée par un seul élément, une seule partie de X, est une partition mesurable de X formée d'un seul élément de B. C'est juste par convention, parce que normalement, une partition contient au moins deux éléments, A et AC. Okay? Donc, par convention, la famille formée par le singleton X, ici, est une partition mesurable de X, formée d'un seul élément de B. Proposition. Dans ce résultat, on va caractériser les fonctions étagées B mesurables. De trois manières. Donc, soit f de x vers r une fonction. Les quatre propriétés suivantes sont équivalentes. F est étagé B mesurable si, seulement si, il existe A1, AN appartient à B. Et alpha 1, alpha 2, alpha n appartiennent à R. Tel que f égale sigma de k égale 1 à n, alpha k qui de 1. La mesurabilité de f ici est immédiate. Parce que les AK sont mesurables. Donc, qui de AK est mesurable. Donc, sigma de K égale 1 à N de alpha qui de AK est une fonction mesurable. Comme somme, comme combinaison linéaire de fonctions mesurables. OK? Les AI ici sont seulement mesurables. Ils ne sont pas nécessairement disjoints 2 à 2. Ils ne forment pas nécessairement une partition de X. Les alpha I sont des constantes réelles qui ne sont pas nécessairement 2 à 2 distinctes. OK? On dit que cette écriture-là, cette représentation est une représentation quelconque de R. Chaque fonction étagée B mesurable peut se représenter sous cette forme, où les AK sont des mesurables quelconques et les alpha K sont des réels quelconques. Les AK ne sont pas nécessairement disjoints 2 à 2, ils ne font pas nécessairement une partition, et les alpha K ne sont pas nécessairement 2 à 2 distinctes. Okay? Bon, les valeurs prises par F, les valeurs possibles, les images possibles par F, ce ne sont pas nécessairement les alpha K, les alpha I ici. Ce sont les sommes des alpha K. Bon, imaginez que X appartient à A1 et A2 et A3.
il n'appartient pas aux autres. Donc, f de x, c'est alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3. OK? Donc, les images possibles sont les alpha i, sont alpha 1 plus alpha 2, alpha 1 plus alpha 3, alpha 1 plus alpha n, alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3. Toutes les sommes finies possibles. OK? Donc, les valeurs, les images possibles de f. OK? Bon, de toute façon, f prend un nombre fini d'images, un nombre fini de valeurs. Donc, il s'agit bien d'une fonction étagée mesurable ici. OK? F est étagé B mesurable si, seulement si, et il existe B1, B2 mesurable, 2 à 2 disjoints, bêta 1, bêta B, réels quelconques, ne sont pas nécessairement 2 à 2 distincts. Ici, les BK ne forment pas nécessairement une partition, ils sont mesurables 2 à 2 disjoints. Et les réels bêta 1, bêta P sont quelconques, tels que F égale sigma de K égale 1 P bêta K qui de BK. Bon, une telle représentation est appelée une représentation disjointe de F, parce qu'il y en a plusieurs en général. Une représentation disjointe de F. OK? F est étagé B mesurable, si seulement si on a 4. C'est-à-dire, il existe CK, K compris entre 1 et n, une partition, une partition finie mesurable de X. Vous voyez, les CK ici sont mesurables, et ils forment une partition de X, partition finie de X. Et gamma 1, gamma 2, gamma K, des nombres réels 2 à 2 distincts. C'est que F s'écrit sigma de K égale 1 à M, gamma K qui de CK. Dans ce cas, CK, c'est exactement l'image réciproque de singleton gamma K. C'est le découpage vertical de Lebesgue que j'ai rappelé au début. Donc, c'est CK égale F moins 1 de singleton gamma K. C'est cet ensemble-là, c'est-à-dire l'ensemble des X appartient à X, tel que F de X égale gamma ceci, quel que soit K. Okay? Cette représentation est unique. Hein? Il est unique, bien sûr, parce que CK, c'est quoi? CK, il est unique. CK, c'est F moins 1 de singleton gamma K. Et elle forme bien une partition. Parce que les images prises par F sont gamma 1, sont exactement gamma 1, gamma 2, gamma M. Et sont 2 à 2 distinctes. Hein? Donc, les CK forment une partition de... C'est une partition mesurable. Parce que F est mesurable et le singleton gamma K est un borélien de R. Donc, l'image réciproque d'un mesurable est un mesurable. Okay? Cette représentation est unique. C'est pour ça qu'on l'appelle la représentation canonique de F. Là. Ici, une représentation disjointe. Une représentation quelconque, parce qu'ils ne sont pas uniques. Par contre, la représentation canonique est unique d'une fonction étagée B mesurable. Bon, pour la démonstration, je vais vous montrer que 1 implique 4, et 4 implique 3, 3 implique 2, et 2 implique 1. Bon, 1 implique 4. 1, ça veut dire que f est une fonction étagée B mesurable, donc on suppose que f est une fonction étagée B mesurable. Bon, f est une fonction étagée B mesurable, donc il prend un nombre fini d'images, un nombre fini de valeurs. Soit gamma 1, gamma 2, gamma m, ces images, hein, qui sont 2 à 2 distinctes, bien sûr. Il n'y a pas d'autres images prises par f, uniquement gamma 1, gamma 2, gamma m. OK? 2 à 2 distincts. Et on pose CK égale f moins 1 de singleton gamma k, quel que soit k appartient à m. C'est le découpage de Lebesgue, vertical de Lebesgue. CK égale f moins 1 de singleton gamma k, quel que soit k appartient à 1 sur m. Bon, les CK, ils sont mesurables. Parce que f, je l'ai déjà expliqué, parce que f est B mesurable et le singleton gamma k appartient à BR, l'image réciproque d'un mesurable par une fonction mesurable et mesurable. Ils sont disjoints 2 à 2 parce que les gamma k sont distincts 2 à 2. OK? Ils forment une partition parce que gamma 1, gamma 2, gamma n sont les seules images prises par la fonction f. Il n'y a pas d'autres images prises par la fonction f autres que les gamma k ici. Donc voilà. Donc on a établi 4. Les implications 4 implique 3 et 3 implique 2 sont triviales. Bon, si vous avez la représentation canonique, ça implique une représentation disjointe. Parce que les CK forment une partition ici. Donc ils sont 2 à 2 disjoints. Donc la représentation canonique est une représentation disjointe. Et une représentation disjointe est une représentation quelconque, c'est clair. OK? Donc 4 implique 3 et 3 implique 2 sont triviales. Il reste à montrer que 2 implique 1. Ça veut dire une représentation quelconque implique que f
est étagé B mesurable. Donc, on suppose que F s'écrit sous cette forme. Sigma de K égale 1 à N, alpha K, qui de AK, où les AK sont mesurables, quelconques, mesurables, quelconques, et les alpha K sont des réels quelconques. OK? Alors, F de X est fini. Bien sûr, les valeurs possibles, les images possibles de F sont les sommes des alpha K. OK? Alpha 1, alpha 2, alpha K, alpha 1 plus alpha 2, alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3, et ainsi de suite. Toutes les sommes possibles. OK? Donc, grand F de X est contenu dans l'ensemble des sommes des alpha K. Okay? Donc, F prend un nombre fini de valeurs. Donc, F est étagé. De plus, AK appartient à B, quel que soit K. Donc, qui de AK est mesurable, quel que soit K. Donc, la somme ici est B mesurable. Donc, F est une fonction étagée B mesurable, ce qui alors montre que 2 implique A, ce qui achève la démonstration du résultat. C'est un résultat simple, intéressant, simple, et on utilise souvent la propriété convenable. Parfois, on peut prendre une représentation quelconque, elle fait l'affaire. Parfois, on a besoin parfois, il faut prendre une représentation disjointe. Parfois, il faut passer par la représentation canonique. Ça dépend de la question qu'on traite. Okay? Par exemple, si XB égale RBR, l'espace de départ XB, l'espace mesurable XB c'est RBR, l'espace image c'est R menu de BR. OK? Donc là, vous avez des fonctions de RBR vers RBR. Soit cette fonction-là, f égale 2, qui fois moins l'infini 0, moins qui de 0,1. Là, c'est une fonction étagée, bien sûr. Et ici, vous avez une représentation disjointe. Parce que moins l'infini 0 et 0,1 sont disjoints. Mais ce n'est pas la représentation canonique, parce que moins l'infini 0 et 0,1 ne forment pas une partition de 0. Donc cette fonction, elle prend 2 sur moins l'infini 0, moins 1 sur 0,1, et 0 sur le complémentaire. Le complémentaire, c'est 1 plus l'infini. Donc il s'écrit 2 fois qui moins 0, moins l'infini 0, moins qui de 0,1, plus 0 fois qui de 1 plus l'infini. Là, c'est la représentation canonique. C'est la représentation canonique. Il faut mentionner de la partie, bien sûr. OK? Parce que moins l'infini 0, 0,1, 1 plus l'infini fermé ici, bien sûr, forme une partition de R. Et les valeurs ici, 2, moins 1, 0 sont 2 à 2 distincts. Donc là, c'est la représentation canonique. Ici, c'est une représentation disjointe. Clair? Voilà. Remarque. Cette remarque montre que la classe des fonctions élémentaires utilisée par Riemann sur un segment AB est contenue dans la classe des fonctions élémentaires utilisées par Lebesgue sur le segment AB, bien sûr, sur le même segment AB. Donc, si AB est un intervalle compact R, toute fonction en escalier phi de AB vers R est une fonction étagée borélienne. Okay? En effet, si sigma égale A0, A1, AN est une subdivision adaptée à phi, alors on a phi égale, bon, phi il est constante sur chaque intervalle ouvert AI plus 1. Okay? Donc phi s'écrit sigma de I égale 0 à N moins 1, alpha I qui de AI plus 1 ouvert. Parce qu'elle prend sur cet intervalle une constante alpha I. Hein? Mais il ne faut pas oublier les images des éléments de la subdivision. Donc plus sigma de I égale 0 à N, phi de AI qui de singleton AI. Donc l'image de AI, si je veux calculer l'image de AI, hein, AI n'appartient à aucun intervalle ici. Donc là, l'image c'est 0 par cette fonction. Plus, bon, là, il appartient à un seul singleton. Donc là, vous aurez phi de AI. Bon, prenez, si vous voulez, AI0, ben, je trouve clair. Hein, 1I0. AI0, il appartient uniquement au singleton AI0, il n'appartient pas aux autres singletons. Donc l'image de AI0, c'est phi de AI0. Vous avez phi égale cette somme-là. Donc, c'est une fonction étagée borélienne. Parce que c'est une fonction étagée parce qu'elle prend un nombre fini de valeurs. Les valeurs sont les alpha i, hein, alpha 1, de alpha 0 jusqu'à alpha n moins 1. Ce sont les phi de AI. Ce sont les phi de AI. Voilà. Donc, les valeurs prises par f. Les alpha i et les phi de AI. Ici, i variant de 0 à n. Ici, i variant de 0 à n moins 1. Donc, il s'agit bien d'une fonction étagée. Et les borréliennes, parce que les intervalles AI plus 1 sont borréliens, les singletons AI sont borréliens. Donc, les fonctions caractéristiques sont borréliennes. Donc, cette somme finie est une fonction borrélienne. Donc, toute fonction en escalier est une fonction
bornélienne, bien sûr. Remarque, la représentation canonique d'une fonction étagée est unique. On l'a vu. Parce que CK, c'est f-1 du singleton gamma k. Et les gamma k sont 2 à 2 distinctes. Ok, ils sont 2 à 2 distincts et ce sont les seules images prises par la fonction. Ok, donc c'est pour ça que les gamma k sont uniques, ils sont 2 à 2 distincts, et les CK sont uniques, ils sont 2 à 2 distincts, ils forment une partition de x. Par contre, une fonction étagée mesurable peut avoir plusieurs représentations disjointes. Bon, par exemple, xb égale rbr. Non, on l'a déjà vu, non. Et f égale qui01 moins qui24. Voilà, ça c'est une représentation disjointe. Ouais, parce que 0,1 et 2,4 sont disjoints. On peut couper cet intervalle en deux. Donc là, vous aurez qui de 2,4, c'est qui de 2,3 plus qui de 3,4. Donc la fonction f, c'est qui de 0,1 moins qui de 2,3 moins qui de 3,4. Bien sûr, ici, 3 appartient à l'intervalle et 3 n'appartient pas à l'intervalle ici. Donc vous avez ici 3 intervalles disjoints 2 à 2. Donc voilà une autre représentation disjointe. On peut avoir une infinité de représentations disjointes pour cette fonction. Okay, une infinité de représentations disjointes. Nous désignerons par E, X, B, R l'ensemble des fonctions étagées B mesurables définies de X vers R. Une fonction étagée est toujours réelle, toujours à valeur dans R. Elle ne prend jamais plus infini, moins infini. Donc ici, vous avez toujours R. Donc ça, c'est l'espace des fonctions étagées B mesurables définies de X vers R. Et ça, c'est l'ensemble. Ce n'est pas un espace, bien sûr. C'est l'ensemble des fonctions étagées B mesurables définies de X vers R+, c'est-à-dire les fonctions étagées B mesurables positives. OK? Ou tout simplement, on les notera E de X, E de B, E. Pour cet espace, on le notera E plus de X, ou E plus de B, ou tout simplement E plus, lorsqu'il n'y a pas de risque de confusion, pour la simplicité des notations et de l'écriture. Remarque, l'ensemble E, X, BR, l'ensemble des fonctions étagées B mesurables de X vers R, est un sous-espace vectoriel de cet ensemble. C'est évident, parce que la somme de deux fonctions étagées est une fonction étagée mesurable, B mesurable, est une fonction étagée B mesurable. Et le produit d'une fonction étagée B mesurable par une constante réelle alpha f, est une fonction étagée B mesurable. Donc il est clair que cet ensemble-là est un sous-espace vectoriel de l'espace des fonctions B mesurables définies de X vers R. On passe au théorème le plus important de ce chapitre. Il permet souvent d'étendre des propriétés déjà établies pour les fonctions étagées aux fonctions B mesurables. C'est-à-dire vous avez une propriété B que vous avez démontrée pour les fonctions étagées B mesurables. Ce théorème vous permet en général souvent d'établir cette propriété pour les fonctions mesurables. L'énoncé du théorème est très simple. I, soit f de x vers r bar plus, respectivement r plus. Donc là, vous avez une fonction positive B mesurable. Deux hypothèses uniquement, positive et B mesurable. Alors, il existe une suite croissante, Fn, de fonctions étagées positives et B mesurables. Les Fn ici, les éléments de la suite, sont des fonctions étagées positives et B mesurables. Cette suite converge simplement vers f sur x. Okay? Sachant que f est uniquement positive B mesurable. Un valeur dans R bar plus ou R plus. C'est une fonction positive B mesurable. Alors, il existe une suite croissante. Croissante, ça veut dire que Fn est inférieur ou égal à Fn plus 1, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Donc, il existe une suite croissante. Croissante est un résultat important, très utile, de fonctions étagées positives B mesurables qui convergent simplement vers f sur x. C'est-à-dire, quel que soit x appartienne à x, Fn de x converge vers f de x dans R bar plus ou dans R plus. Voilà. Si de plus, f est borné sur x, borné, ça veut dire qu'il existe m appartient à R plus, positif, un réel positif, un nombre réel positif. C'est-à-dire que la valeur absolue de f est inférieure ou égale à f. Donc, automatiquement, f dans ce cas est à valeur dans R plus et elle est bornée.
Bien sûr. Si de plus f est... Bon, d'abord ici, la suite Fn n'est pas nécessairement unique. Hein? Il peut même qu'il existe une infinité de suites croissantes de fonctions étagées B mesurables qui convergent simplement vers f sur x. Bon. Si de plus la fonction f est bornée, alors cette suite peut être choisie de telle manière qu'elle converge même uniformément vers f sur x. Bon, j'ai dit que cette suite ici n'est pas unique. Bon, lorsque f est borné, parmi les suites de fonctions étagées positives B mesurables qui convergent simplement vers f sur x, il y en a au moins une qui converge uniformément vers f sur x, grâce à cette hypothèse. Et bien sûr, c'est deux hypothèses, ok, parce qu'on a ici si de plus. Ça veut dire que f est positive, B mesurable et borné, donc dans la propriété de si. Mais en général, vous avez la convergence simple plus la croissance de la suite Fn. Ici, vous avez la croissance de la suite Fn plus la convergence uniforme de Fn vers f sur x. Bon, pour la démonstration, je vais vous montrer quelque chose d'abord. Bon, il est clair que cette famille, regardez cette famille d'intervalles semi-ouverts, k sur 2 à la puissance n, n étant un entier non nul fixé. Donc, je prends ces intervalles-là, k sur 2 à la puissance n, k plus 1 sur 2 à la puissance n, où k varie de 0 jusqu'à n 2 à la puissance n moins 1. Bon, je les ai représentés ici. Bon, par exemple, pour k égale 0, vous avez l'intervalle 0, 1 sur 2 à la puissance n, le voilà. 0, 1 sur 2 à la puissance n. K égale 1 ici, vous avez 1 sur 2 à la puissance n, 2 sur 2 à la puissance n, le voilà. Pour k égale 2, vous avez 2 sur 2 à la puissance n, 3 sur 2 à la puissance n. Pour la dernière valeur de k, pour k égale n 2 à la puissance n moins 1, vous aurez alors n 2 à la puissance n moins 1 sur 2 à la puissance n. Et là, vous aurez n 2 à la puissance n sur 2 à la puissance n, c'est-à-dire n. Vous aurez ceci. Ok, bien sûr, ici c'est n moins 1 sur 2 à la puissance n. Ces intervalles ont la même longueur. La longueur de cet intervalle, c'est 1 sur 2 à la puissance n. La longueur de cet intervalle, c'est 1 sur 2 à la puissance n. La longueur de l'intervalle suivant, c'est 1 sur 2 à la puissance n. La longueur du dernier intervalle, c'est 1 sur 2 à la puissance n. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? C'est une subdivision, c'est ce qu'on appelle une subdivision régulière. Hein? C'est une subdivision régulière ici. Bon, on a partagé l'intervalle 0n, semi-ouvert, l'intervalle 0n, voilà. On l'a partagé, on l'a découpé en des intervalles 10 joint 2 à 2, un semi-ouvert, 10 joint 2 à 2, de longueur égale, de même longueur. La longueur commune, c'est 1 sur 2 à la puissance n. Et il forme une partition de 0n, de cet intervalle semi-ouvert. Hein, c'est une partition finie de cet intervalle. Donc, si je prends leurs images réciproques par f, par la fonction f, qui est définie de x vers r bar plus ou r plus, la fonction positive B mesurable. Donc, si je prends leurs images réciproques forment une partition mesurable de l'image réciproque de 0,n, bien sûr. Okay. Cet ensemble, on l'a noté, si vous vous rappelez, c'est f supérieur k sur 2 à la puissance n, inférieur ou égal à f, inférieur strictement à k plus 1 sur 2 à la puissance n. C'est-à-dire l'ensemble des x appartiennent à x, tel que k sur 2 à la puissance n est inférieur ou égal à f de x, inférieur strictement à k plus 1 sur 2 à la puissance n. Et cet ensemble, on l'a noté, 0 inférieur ou égal à f, inférieur strictement à n. Donc, cette famille-là forme une partition de f-1 de 0n. Donc, je reviens en cours. Voilà. Voilà la famille qui forme une partition. Et elle dit, parce que ça, c'est f-1 de l'intervalle k sur 2 à la puissance n, k plus 1 sur 2 à la puissance n. Et là, c'est f-1 de 0n. Donc, cette famille ici, k variant de 0 jusqu'à n, 2 à la puissance n-1, forme une partition de cet ensemble. Ce ne sont pas des intervalles, attention. Hein? C'est l'image réciproque d'un intervalle ici. Et ici, c'est l'image réciproque de l'intervalle 0n. On pose, notre but, c'est de construire une suite Fn de fonctions étagées, positives, B mesurables, qui convergent, croissantes bien sûr, qui convergent simplement vers f sur x. Donc,
pour le n qui est fixé ici, supérieur ou égal à 1, on pose Fn égale sigma de k égale 0 à n de la puissance n moins 1, les valeurs entières que vous avez ici. De k sur 2 à la puissance n, qui de cet ensemble. Cet ensemble, je vous rappelle que c'est f moins 1 de l'intervalle k sur 2 à la puissance n, k plus 1 sur 2 à la puissance. C'est une partie mesurable de x. Attention, ce n'est pas à l'intervalle. On n'est pas dans R ici. Ici, on est dans x. C'est l'ensemble des x appartiennent à x, tel que f de x compris entre. C'est-à-dire c'est f moins 1 de l'intervalle k sur 2 à la puissance n, k plus 1. Donc c'est une partie mesurable de x ici. OK? C'est un AK. Avec AK appartient à B. OK? Donc, et ces ensembles forment une partition. Une partition de quoi? De cet ensemble. OK? Donc, sur cet ensemble, l'image, si x appartient à cet ensemble, c'est-à-dire si f de x est compris entre k sur 2 à la puissance n et k plus 1 sur 2 à la puissance n, ici strictement ici supérieur ou égal, bien sûr, alors son image par fn de x, c'est k sur 2 à la puissance n. Si x n'appartient pas à cet ensemble, c'est-à-dire si f de x est supérieur ou égal à n. OK? Si f de x est supérieur ou égal à n, alors fn de x, c'est n. C'est 0, pardon. C'est 0. Et si f de x égale plus l'infini, fn de x égale n. Donc si f de x est réel et il est supérieur ou égal à n, fn de x, c'est 0, bien sûr. Et si f de x égale plus l'infini, alors fn de x, c'est n. Ceci quel que soit n supérieur ou égal à 1. Alors ici, on a construit une fonction étagée, bien sûr. Il prend un nombre fini de valeurs. Les valeurs prises par la fonction sont les k sur 2 à la puissance n. K variant de 0 jusqu'à n2 à la puissance n moins 1. 0 et n. Ce sont les valeurs prises par la fonction. Donc il s'agit d'une fonction étagée. Et il est B mesurable, c'est clair. Parce que cet ensemble, c'est quoi cet ensemble? C'est f moins 1 de k sur 2 à la puissance n, k plus 1 sur 2 à la puissance n. Et f, il est B mesurable. Donc l'image réciproque d'un borélien de R bar plus, ou de R+, est immesurable, c'est-à-dire un élément de B. Donc cet ensemble, c'est l'image réciproque d'un mesurable, donc c'est immesurable, donc il appartient à B. De même, cet ensemble, c'est immesurable. OK? Donc là, il s'agit bien d'une... Là, c'est une représentation disjointe ici. C'est une fonction étagée B mesurable. Et c'est une représentation disjointe. Qu'est-ce qu'on n'a pas représenté? 0 fois qui de quoi? Qui de n plus l'infini. Fermé du côté de n, ouvert du côté de plus l'infini. C'est presque la représentation canonique. Il suffit d'ajouter 0 qui de n plus l'infini. Voilà. Donc, et Fn est positif. C'est évident. Voilà les images. C'est k sur 2 à la puissance n. Positif. 0, c'est positif. N, c'est positif. Donc là, vous avez une fonction étagée positive mesurable. Donc, montrant que la suite Fn est croissante et qu'elle converge simplement vers f sur x. Bon, il est clair que Fn est une fonction étagée positive et mesurable telle que Fn supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à f. Bon, parce que regardez, si x appartient à cet intervalle, à cet ensemble, pardon, ce n'est pas un intervalle. Donc si f de x est compris entre k sur 2 à la puissance n et k plus 1 sur 2 à la puissance n. Dans ce cas, Fn de x, c'est k sur 2 à la puissance n. Donc Fn de x, cette valeur, elle est inférieure ou égale à f de x. OK? Si f de x égale plus l'infini, Fn de x, c'est n. Donc, Fn de x est inférieur à f de x. Hein? Si f de x est supérieur, est un nombre réel supérieur ou égal à n, hein? Alors, Fn de x égale 0. Donc, il est inférieur ou égal à f de x. Donc vous avez 3 cas, hein, à distinguer. Donc, vous avez Fn supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à f. Il suffit de distinguer les cas f de x inférieur strictement à n, f de x entre n et plus l'infini, f de x égale plus l'infini. Bien sûr, dans tout ce travail, n est fixé, bien sûr. Donc, vous avez ceci. C'est normal, parce qu'on veut que la suite soit croissante vers f. Donc, Fn doit être inférieur ou égal à f. Montrant que Fn est croissante. Bon, ça veut dire qu'il faut montrer que Fn est inférieur ou égal à Fn plus 1, quel que soit n. Donc, soit n supérieur ou égal à 1, et soit x appartient à x fixé. Okay? Montrant que Fn de x est inférieur ou égal à Fn plus 1 de x. Pour cela, on distingue les 3 cas suivants. Si f de x est strictement inférieur à n, c'est-à-dire si x appartient à f moins 1 de 0n. OK? Donc si f de x est strictement inférieur à n,
alors il existe K appartient à 0, n de la puissance unique, tel que f de x est compris entre K sur 2 à la puissance n, K plus 1 sur 2 à la puissance n. Parce que ces ensembles, les ensembles de la forme K sur 2 à la puissance n, les ensembles K sur 2 à la puissance n inférieur ou égal à f, inférieur strictement à K plus 1, 2 à la puissance n, forment une partition de cet ensemble, on l'a déjà dit. Donc si x appartient à cet ensemble, il appartient à un et un seul ensemble de ce genre. Il existe K unique tel que x appartient à cet ensemble. OK? Voilà. Donc, il existe K appartient à 0, n de moins 1 unique, tel que f de x compris entre. Et fn de x, c'est K sur 2 à la puissance n. OK? Voilà, ça c'est pour fn de x. Pour fn plus 1 de x, vous avez f de x compris entre K sur 2 à la puissance n et K plus 1 sur 2 à la puissance n. Pour fn plus 1, il faut comparer f de x avec des... Vous aurez ici un entier sur 2 à la puissance n plus 1, et ici 2 à la puissance n plus 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier ici par 2, en haut et en bas, et ici par 2, en haut et en bas. Au milieu, ça ne change pas, bien sûr. Donc, vous aurez f de x comprise entre 2k sur 2 à la puissance n plus 1, et 2k plus 2 sur 2 à la puissance n plus 1. Là, voilà. Bien sûr, on multiplie le numérateur et le dénominateur par 2, le numérateur et le dénominateur par 2. Donc, vous aurez ceci. Hein? Donc, vous avez deux possibilités. Soit f de x est compris entre 2k sur 2 à la puissance n plus 1 et 2k plus 1 sur 2 à la puissance n plus 1, ou bien f de x est comprise entre 2k plus 1 sur 2 à la puissance n plus 1 et 2k plus 2 sur 2 à la puissance n plus 1. Donc, fn de x, fn plus 1 de x, c'est soit cette valeur, soit cette valeur. OK? Et cette valeur, c'est quoi? C'est fn de x. Donc, fn de x est inférieur ou égal à fn plus 1 de x. Parce que fn de x, c'est soit fn de x, fn plus 1 de x, pardon, c'est soit fn de x, soit une valeur plus grande. Donc, vous avez fn de x est inférieur ou égal à fn plus 1 de x. Ça, c'est dans le premier cas. Dans le deuxième cas, si f de x est supérieur ou égal à n et strictement inférieur à plus infini. Autrement dit, ici, f de x n'appartient pas à cet ensemble. Et il est fini. Okay? Il n'appartient pas à cet ensemble et il est fini. Donc, fn de x, c'est 0, d'après la définition de fn. Dans ce cas, fn de x, c'est 0. L'ensemble qui n'est pas écrit ici, qui n'est pas mentionné. 0 fois qui de f compris entre n et strictement inférieur à plus l'infini. Là, vous avez fn de x égale 0. Il est inférieur ou égal à fn plus 1 de x, quelle que soit la valeur de fn plus 1 de x. Parce que les fn sont positifs. Si f de x égale plus l'infini, alors fn de x égale n, par définition. Regardez ici. Si f de x égale plus l'infini, voilà. Si f de x égale plus l'infini, alors fn de x, c'est n. Et n, c'est inférieur à... f de x égale n et fn plus 1 aussi égale n plus 1, parce que f de x égale plus l'infini. Donc, vous avez fn de x égale n, inférieur ou égal, même strictement ici, à fn plus 1 de x qui vaut n plus 1. Donc, on a montré que la suite fn est une suite croissante. Montrons maintenant que fn converge simplement vers f sur x. Pour x appartient à x fixé, on distingue les deux cas suivants. Si f de x est fini, si f de x égale plus infini. Si f de x est fini, donc c'est un nombre réel ici, positif, fini. Alors il existe un entier n qui dépend de x, tel que f de x est inférieur strictement à n, quel que soit n supérieur ou égal à nx, puisque f de x est un nombre réel fini, positif fini. Donc il est strictement inférieur à n, quel que soit n supérieur ou égal à un entier nx qui dépend de x. OK? Donc pour tout n supérieur ou égal à nx, il existe kn appartient à 0, n2 à la puissance n-1 unique, tel que f de x est compris entre kn sur 2 à la puissance n, kn plus 1 sur 2 à la puissance n. Puisque ces intervalles, ces ensembles, pardon, ce ne sont pas des intervalles, pas nécessairement, ces ensembles forment une partition de cet ensemble, de f-1 de 0n. Donc, pour tout n supérieur ou égal à nx, il existe kn, parce que n, f de x, il est inférieur à n. Donc, ça veut dire que x appartient à f-1 de 0n. Et les ensembles que j'ai montrés maintenant forment une partition de f-1 de 0n. Donc, il existe kn appartient à cet ensemble unique, tel que f de x est compris entre kn indice n sur 2 à la puissance n, inférieur strictement à kn plus 1 sur 2 à la puissance n. Et fn de x, c'est
Kn sur 2 à la puissance n. Ok? Ceci pour tout n supérieur ou égal à nx. Regardez, vous avez fn de x, c'est Kn sur 2 à la puissance n. Donc, qu'est-ce que je fais? Je retranche ici fn de x à gauche, au milieu et à droite. C'est-à-dire, je retranche Kn sur 2 à la puissance n. Donc là, vous aurez 0. Là, vous aurez f de x moins fn de x. Et là, vous aurez 1 sur 2 à la puissance n. Donc, vous avez cet encadrement. Et ceci, quel que soit n supérieur ou égal à nx. OK? Donc, si on fait tendre n vers l'infini, donc f de x moins f de x tend vers 0 d'après la règle des gendarmes, terme d'encadrement. Donc, ça veut dire que la limite de fn de x égale f de x. Voilà ça pour le premier cas. Donc, la suite fn de x converge vers f de x dans R plus ou R bar plus, bien sûr. C'est plutôt dans R plus parce qu'on est dans le cas où f de x est fini. fn de x, bien sûr, il est fini. Maintenant, si f de x égale plus l'infini, alors fn de x égale n, quel que soit n, d'après la définition de fn. Si f de x égale plus infini, parce que vous avez à la fin plus n qui de f égale plus infini. Donc, fn de x égale n, quel que soit n. Donc, la limite de fn de x, c'est plus l'infini, c'est-à-dire c'est f de x. Donc là, c'est trivial. La convergence ici, bien sûr, a lieu dans R bar plus. Donc, on a montré que fn converge simplement vers f sur x. Rapidement, le cas de la convergence uniforme. Donc, supposons que f est borné. Donc, il existe n0 supérieur ou égal à un entier n0 supérieur ou égal à 1, tel que f est inférieur strictement à n, quel que soit n, parce que f est inférieur à n0. OK? Il existe un entier n0 tel que f est inférieur strictement à n0. Donc, f est inférieur à n, quel que soit n supérieur ou égal à n0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre le raisonnement qu'on a fait ici. Ah, là, ici. Donc, on remplace le nx ici par n0. N0 ici, il est fixe, il ne dépend pas de x. Il est quelconque. Et on fait le même raisonnement en remplaçant nx par n0. Hein? On obtient alors f de x moins fn de x supérieur ou égal à 0, inférieur à 1 sur 2 à la puissance n, quel que soit n supérieur ou égal à n0. Et n0 ne dépend pas de x. Il ne dépend que de f. Parce que ici, f est borné. Okay? Donc, ça veut dire qu'on a la convergence uniforme ici. Par suite, fn converge uniformément vers f sur x. Bon, on termine par ce corollaire qui est évident. Si maintenant f est à valeur dans R bar, ou R, il n'est pas positif ici, il est quelconque. Hein? Donc, vous avez f égale f plus moins f moins. F plus et f moins sont positifs démesurables. Donc, pour f plus, il existe une suite croissante fm de fonctions étagées mesurables positives qui convergent simplement vers f plus. Pour f moins, il existe une suite croissante, une suite gn, une suite croissante gn de fonctions étagées mesurables positives qui convergent simplement vers f moins. Donc, la suite fn moins gn converge simplement vers f sur x. Mais attention, fn moins gn n'est pas nécessairement croissante, parce que la différence de deux suites croissantes n'est pas nécessairement croissante. OK? Donc là, alors, il existe une suite fn de fonctions étagées réelles, b mesurables, et la suite n'est pas nécessairement croissante. Mais les fn sont des fonctions étagées réelles, b mesurables, qui convergent simplement vers f sur x. Si de plus f est borné, la suite fn peut être choisie de façon que la convergence soit uniforme sur x. On applique le théorème de 11 à f plus et f moins dans la démonstration. La suite fn donnée dans le corollaire de 12 n'est pas nécessairement croissante. Voilà, merci pour votre attention. À une autre vidéo, Inch'Allah.